On va terminer cette journée avec les directeurs de musées. Vous connaissez Boris Vastio, directeur. Je vais y arriver. Boris Vastio, directeur du musée d'ethnographie. À ses côtés, les conservatrices en chef de la bibliothèque d'art et d'archéologie du musée d'art et d'histoire, Véronique Gonstru-Estèbe, et puis Martin Calmander est conservateur, chef du secteur bibliothèque et édition des conservatoires et jardins botaniques, et enfin Jacques Ayer dirige le muséum d'histoire naturelle et le musée d'histoire des sciences. Donc la question qui se pose pour vous tous, c'est quels sont les publics de vos musées et les publics de vos bibliothèques, et est-ce que ces publics-là se rencontrent? On peut peut-être faire un tour de table d'abord sur les publics des musées et des bibliothèques. Boris Vastio. Ce qui nous concerne, c'est le même public. Alors, clairement, la bibliothèque du MEC ne cartonne pas encore autant en termes de fréquentation que les expositions. Et donc, clairement, l'ambition dans les mois et les années qui viennent, c'est d'augmenter la fréquentation. Aujourd'hui, la fréquentation de la bibliothèque, c'est à peu près l'utilisation des ressources, un tiers le grand public, un tiers les étudiants et les enseignants de l'université, un tiers le personnel du musée. La bibliothèque est un outil de travail, je ne suis pas trop près, voilà. Et c'est clair qu'on fait des efforts, mais qu'on peut encore renouveler pour faire remonter davantage de monde des expositions vers la bibliothèque. La bibliothèque étant un lieu nécessaire d'approfondissement, on peut aborder toute thématique qu'on veut dans une exposition, on peut émerveiller les gens, on peut leur apprendre des choses, mais on n'a encore rien inventé de tel qu'un livre et un temps de lecture prolongé pour vraiment approfondir une question. Et peut-être pour informer plus le public du musée, vous pensez mettre de l'information à l'entrée pour dire voilà, il se passe tel événement à la bibliothèque, vous pouvez approfondir Alors l'information, elle est déjà partout, elle est dans nos supports de communication, elle est dans les présentations, elle est dans les visites, elle est vraiment partout. C'est une question d'habitude, c'est une question vraiment de fréquentation. Alors la bibliothèque est relativement nouvelle, entre guillemets. Avant le nouveau musée, dans l'ancien musée, on avait une petite bibliothèque avec une dizaine de places de lecture. C'était confidentiel, ouvert quelques matinées par semaine. Aujourd'hui, c'est ouvert du mardi au vendredi, aux mêmes heures que le musée. Il faut un temps d'adaptation si on veut des publics. Véronique Gonstru, la bibliothèque du musée d'art et d'histoire et le public du musée sont-ils les mêmes, ou est-ce qu'il y a des étudiants plutôt qui passent leur journée? Au musée d'art et d'histoire, c'est un public encyclopédique. Nous l'avons aussi, puisque nous avons les mêmes domaines dans la bibliothèque au niveau de l'art que ceux qu'on peut trouver au musée d'art et d'histoire. Évidemment, nous, on a un public plutôt d'adultes à partir de 18 ans, ce qui peut-être pas le cas au musée, où on a des enfants et puis d'autres types de publics. Mais sinon, oui. Et on essaye surtout maintenant de faire des liens entre les deux, la bibliothèque et le musée, et vice-versa, de manière à ce que nous travaillions de manière plus visible, et aussi de rendre visible le musée, puisque nous ne sommes pas dans le même lieu, dans notre cas. Martin Calmander, de votre côté au Jardin botanique? C'est clair que pour nous, c'est la donnée assez différente, parce qu'on est, on est à la fois un musée vivant, donc on a des gens qui viennent se balader dans le jardin, prendre du bon temps, et puis on a un conservatoire qui a un patrimoine extraordinaire, avec un herbier, une bibliothèque, qui est quand même scientifique, avec un public plutôt d'étudiants. Donc pour nous, c'est un défi d'essayer d'obtenir le même public. On n'a pas le même public aujourd'hui. Mais est-ce que vous souhaiteriez le même public? Est-ce que réellement c'est intéressant d'avoir le même public ou... Je pense qu'on a un rôle important, parce que on parle de plantes, on parle d'éducation environnementale, on parle de problématiques d'aujourd'hui. Donc je pense que c'est important au niveau d'une bibliothèque comme la nôtre, même si on n'a plus rien à prouver au niveau de notre notoriété scientifique, puisqu'on a une des plus grandes bibliothèques au monde en termes de botanique, un des plus grands herbiers au monde, on a un patrimoine extraordinaire. Mais par contre, c'est vrai qu'on a ce rôle-là, et on a la chance d'avoir un nouveau bâtiment qui vient d'être fait. C'est vrai qu'on a une zone maintenant publique plus grande, où on a créé un libre accès qui permet aux gens justement de venir, d'avoir des livres qui sont accessibles, parce qu'un livre botanique, taxonomique, une flore en chinois, c'est pas du grand public. Donc c'est vrai que cette volonté-là, on l'a. On va aussi maintenant, grâce au soutien de la Fondation auxiliaire du Jardin botanique, avoir des vitrines qui nous permettront aussi de présenter ce patrimoine. Donc oui, on a envie d'aller, on a un grand défi, quoi. On a envie d'avoir un autre public. On a aussi moins de public scientifique. On a parlé beaucoup du numérique aujourd'hui. C'est vrai que les scientifiques aujourd'hui sont devant leurs ordinateurs. Ils ont ils ont accès à tout plein de publications online. Donc ils se déplacent moins. Donc il faut attirer des gens nouveaux aussi.
Jacques Ayer, en ce qui concerne le musée des sciences et le muséum d'histoire naturelle. On est à peu près dans la même situation que le jardin botanique, je dirais. On n'a pas du tout le même public, on n'a pas du tout la même quantité de public, heureusement pour la bibliothèque, puisque les locaux d'accueil sont beaucoup plus petits. On a avant tout un public scientifique. Puisque la bibliothèque est très importante, je citerai quelques chiffres, hein, c'est 4 km linéaires d'ouvrages, c'est 200 000 monographies, 2200 titres de périodiques, etc. On a des centaines de demandes du monde entier, on a la plus grande bibliothèque de chauves-souris qui concerne les chauves-souris du monde, mais ça, le grand public n'en profite pas, et c'est bien dommage, et on a vraiment l'intention ces prochaines années de mettre en place un nouvel espace d'accueil dans le musée, dans la partie publique du musée, pour faire partager cette merveilleuse bibliothèque au public également. Donc, en fait, vous souhaitez exposer quelques ouvrages de la bibliothèque dans un nouvel espace? Comment est-ce que vous allez procéder? Ça va au-delà de ça, c'est vraiment proposer un acte d'accueil du public avec du personnel de médiation, avec du personnel de la bibliothèque, pour recevoir ces enfants, pour recevoir ce public, et créer des animations. Donc ça va au-delà de l'exposition de livres et d'une salle de lecture traditionnelle. Donc des animations spécifiques, spéciales. Exactement. Donc vraiment un lieu qui sera polyvalent et dont on a un peu esquissé les caractéristiques, mais qui, si tout va bien, sera ouvert à l'horizon 2020, un lieu de 200 mètres carrés, donc qui nous permettra de faire pas mal de choses. Donc là, vous vous dirigez un peu vers le troisième lieu qu'on a vu tout à l'heure, un lieu d'échange, de rencontre. Exactement. Est-ce que c'est votre cas aussi au Jardin botanique? Vous souhaitez vous avez les moyens de mettre ça en place? Non, bah, évidemment, les moyens, c'est le nerf de la guerre, mais c'est sûr que notre volonté déjà, c'est de faire comprendre aux Genevois qui sont dans une ville avec une immense histoire au niveau botanique. C'est vrai que c'est peu connu, on ne sait pas en fait, on ne sait pas que sous ce jardin botanique, on a un herbier absolument extraordinaire, qui est lié d'abord à Augustin Pyramus de Candolle, hein, pour commencer au début. Après, on a plusieurs botanistes, on a Boissier, donc Boissier, on a plein de gens, on a eu plein de legs qui ont formé en fait cette histoire de la botanique à Genève. Et rien que ça, déjà, si le public pouvait déjà comprendre ça, ce serait déjà quelque chose d'extraordinaire. Donc pour ça, on a ce nouveau lieu d'accueil, on a envie de faire des expositions temporaires. On a la chance de fêter notre 200e anniversaire l'année prochaine, puisque Augustin Pyramus de Candolle a fondé le Jardin botanique au Bastion en 1817. Donc là, on va avoir une grande exposition à beaucoup d'activités qui vont être au niveau du temps plutôt autour de la nuit des musées, donc à la mi-mai, pour essayer justement de faire plein de visites, et puis une exposition sur de Candolle. Et voilà, donc on part d'un nouveau pied avec ce nouveau bâtiment, et puis on a enfin un lieu dédié au public pour le conservatoire, parce que finalement, voilà, les gens se baladent dans le jardin, ça c'est clair qu'il y a les Genevois aiment le jardin, ça je pense qu'il n'y a pas de problème, ils s'y sentent bien, mais là, d'aller chercher ce public-là sur un conservatoire, sur un monde plus scientifique, plus fermé, plus obscur, c'est un peu l'idée. Au musée d'art et d'histoire, il y a des choses, hein, il y a des événements qui se passent, qui se déroulent. On a la chance de profiter aussi de toute l'infrastructure que met le musée à disposition. Donc, par exemple, lorsque nous faisons des expositions à la bibliothèque où nous présentons nos collections, nous bénéficions des services de la muséographie. Nous venons d'avoir aussi un vernissage commun avec le cabinet des arts graphiques. Donc, c'est vrai que de se greffer sur des événements du musée d'art et d'histoire plus importants que les nôtres, ou qui amènent surtout un autre type de public, et ça marche très bien. Le directeur qui n'est pas là, mais qui devrait l'être, et puis m'a chargé aussi de rappeler que les ventes de livres, ça marche très bien, que ça amène les ventes de livres de doublets que nous faisons à la bibliothèque amènent un autre type de public aussi, depuis le musée d'art et d'histoire vers la bibliothèque. Donc oui, on fait plein de choses avec le musée pour essayer d'avoir plusieurs publics. Oui. C'est important de séduire toujours plus le public. Séduire par la compétence surtout, c'est important. Et ça, c'est mes collègues, mes collaborateurs et collaboratrices qui doivent le faire. Mais oui, être compétent, être séducteur, faut que le public vienne. Nous, on a la chance aussi d'avoir une bibliothèque rénovée, donc quand même un bel espace, en tout cas au niveau esthétique. Et à charge ensuite pour nous de l'habiter. Boris Vastiot, vous comptez sur le bouche à oreille pour séduire. En ce qui concerne la bibliothèque, vous disiez, on ne va pas faire plus que ce qu'on fait déjà. Non, pas du tout. C'est ce que j'ai compris. Tout le monde est actif. Alors,
Mais disons quelque part, on a beaucoup parlé de troisième lieu. Le MEG est un troisième lieu. Si c'est un lieu où on a des bibliothèques, des expositions, on peut manger, on peut boire, on a Ouais. de l'animation. C'est déjà un troisième lieu. Un troisième lieu. La bibliothèque en fait partie. Maintenant, la bibliothèque est un espace de médiation. Les bibliothèques ont toujours été des espaces de médiation. C'est une forme de médiation. Ce qu'il y a peut-être de nouveau, c'est que la bibliothèque, enfin, la nouvelle bibliothèque du nouveau MEG avec son équipe, on a parlé des qualités, des compétences, c'est aussi des valeurs, un accueil, une bienveillance, un accompagnement, une écoute qui en aucun cas ne peut être remplacé par des petits robots. Par des petits robots, oui. Voilà, c'est très important. Ça, c'est ce qui va aussi nous permettre d'acquérir, mais surtout de fidéliser le nouveau public. Mais ce que je veux dire, ce qui est nouveau, c'est que la bibliothèque peut aussi devenir une force de proposition. Donc à la bibliothèque, on reçoit aussi des avis, on reçoit des attentes, que ce soit à travers les systèmes de questionnement, à travers les suggestions d'acquisition, c'est aussi de l'information qui nous parvient par la bibliothèque et qui permet de nourrir le programme de médiation, en reprenant certaines thématiques qui ont été évoquées, certains livres qui ont été demandés et qu'on injecte dans le programme de médiation. Merci. Et alors, au Musée des Sciences, un petit robot, non? À l'entrée, ça ferait pas bonne figure, Jacques Ayer? Non. Pour revenir sur l'importance des êtres humains, est-ce qu'il y a Oui, bien oui, un oui, endroit où un oui. robot pourrait faire Non, bonne non, figure, c'est au pas Musée du des tout. Sciences? Non. C'est vrai que d'un côté, on développe de plus en plus avec les nouvelles technologies la moyen d'accéder à ces connaissances à distance, mais nous, on veut aussi développer en parallèle ce contact humain, que ça soit au niveau des collections, mais aussi au niveau de la bibliothèque. Et au-delà d'une simple bibliothèque, disons, accessible au public, on veut donner une prolongation à l'action de visite d'un visiteur sur une exposition, par exemple, qui puisse prolonger sa visite à travers une animation, une discussion ou un échange dans le cadre de cette bibliothèque, entre guillemets, ouverte au plus grand nombre. Je vous remercie. On va laisser un espace maintenant pour des questions et des échanges dans la salle. Oui, Boris Je voulais Vastiot. rajouter quelque chose que j'ai oublié de dire. Donc, on a beaucoup parlé des services de la bibliothèque, de le remplacement de certaines fonctionnalités, l'automatisation, la numérisation, Oui. les systèmes numériques. Le rôle des bibliothécaires n'est pas seulement de mettre à disposition des documents, c'est de donner envie de lire, c'est conseiller, et c'est aider le public à lire et à développer leurs connaissances. Et ça, encore une fois, c'est pas une intelligence artificielle qu'il faut rechercher, c'est exploiter les intelligences que nous avons déjà. Est-ce que vous voyez un avenir, est-ce que vous avez une vision des 10 prochaines années, des 20 prochaines années de vos bibliothèques respectives, parce qu'on est sur les bibliothèques et pas seulement sur les musées? Vous avez déjà des plans pour la suite Nous n'avons que ça, nous avons un plan directeur, je vous signale. Sur les 5, en tout cas, prochaines années. Sur oui. les 5 prochaines années, Et puis, oui. il y a beaucoup à faire dans ce plan directeur. Donc, ça recense beaucoup de sujets dont qu'on a pu parler aujourd'hui, que les gens ont évoqués. Je pense à ces plateformes de recherche, aider les utilisateurs. Moi, je pense aussi, le musée nous le demande, de valoriser les écrits des scientifiques, donc qu'on devienne aussi des passeurs de la connaissance qui est produite au musée d'art et d'histoire. On a parlé de Wikipédia, nous écrire dans Wikipédia, mais y mettre aussi notre connaissance, utiliser les bibliothèques qui sont des mines, et que nous, on utilise ce savoir, et peut-être pas que d'autres non plus viennent nous le prendre, puis l'utiliser ailleurs. Je vous posais cette question très ouverte pour vous demander quels sont pour vous les enjeux de ces prochaines années pour vos bibliothèques et vos musées. C'est large. Hein. Alors, les enjeux sont multiples. En tout cas, nous, à travers cette sensibilisation, cet accès à la connaissance en sciences naturelles, mais c'est le cas aussi au jardin botanique, on veut essayer de lutter contre l'érosion non seulement de la biodiversité, mais l'érosion aussi des personnes qui connaissent la biodiversité, qui étudient les sciences naturelles. Et on veut, en quelque sorte, essayer de garantir la relève. Et en ouvrant ces connaissances-là au jeune public, on espère susciter des vocations et du même coup contribuer à garantir une certaine continuité. Ça, c'est un des enjeux importants pour nous aussi. Martin Calmander. On a un grand rôle dans la médiation scientifique. Ce matin, M. Canaan disait comment partager la science. C'est vrai que c'est une question intéressante parce que nous, on a ce rôle-là, on a aussi ce rôle de vulgarisation scientifique, d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un arbre au niveau d'un botaniste, pourquoi on doit protéger la forêt, et tout ça. Et je pense qu'effectivement, bon, on n'est pas dans la banlieue de Paris, mais c'est vrai qu'effectivement, on voit qu'on n'est pas non plus en Amérique où certains enfants ne savent plus d'où vient le lait, mais c'est vrai qu'on a un rôle important. Et puis ça, nous, par exemple, au Jardin botanique, on a des ateliers de médiation, des ateliers verts, où on a des enfants qui viennent, qui plantent des plantes, qui essaient de la voir grandir. On a ce rôle-là, ça c'est sûr.
Vous avez parlé de l'enjeu directeur à la bibliothèque du Musée d'Art et d'Histoire et au MEG, Boris Vastiot. Beaucoup de choses, comme on a dit, bon, on a un plan directeur, on a des projets. Dans 10 ans, dans 15 ans, je sais pas, peut-être construire une nouvelle bibliothèque plus grande pour le MEG, mais ça sera quand on aura davantage de public. En attendant, bon, les visions, c'est une chose qui est importante, c'est de travailler sur des valeurs, c'est de développer et co-construire sur des valeurs avec nos publics. Et nous, notre mission, c'est quoi? C'est d'aider les gens à développer une culture générale globale, ouverte sur les cultures des 5 continents. C'est ça qui est le plus important. On parlait d'érosion tout à l'heure, des savoirs, l'érosion peut-être de la lecture, encore une fois. On a beaucoup parlé de net d'informatique. On ne peut toujours pas comparer la lecture d'un livre avec zapper des pages sur un écran d'ordinateur. Ce n'est pas la même chose. On va conclure sur cette phrase-là. Ah, une question quand même. Une petite question rapide, parce que je pense que tout le monde regarde la montre à cette heure-ci. Je me posais la question de quelle complémentarité vous voyez entre vos collections que vous avez tendance tous et toutes à développer vers le grand public. Quelle complémentarité donc vous voyez avec ces collections par rapport à celles des bibliothèques municipales, puisqu'on est en vie en ville de Genève. Et est-ce que vous voyez une complémentarité? Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ces collections très encyclopédiques et grand public qu'on a au sein des bibliothèques municipales? Qui veut répondre? Boris Vastiot? Moi, je peux répondre. Alors, il faut dire qu'on est très soucieux de connaître et de suivre les politiques d'acquisition de l'ensemble des bibliothèques de notre réseau, et même au-delà du réseau des bibliothèques de la ville de Genève. S'il est vrai qu'au MEG, par exemple, on a élargi le champ d'acquisition justement pour attirer un public plus large, notamment avec des sections pour le jeune public, avec des ouvrages de vulgarisation scientifique qu'on pourrait trouver au BMU. On fait ces acquisitions peut-être de manière plus temporaire, qu'on va désherber plus tard, et en fonction des sujets d'exposition, par exemple, du MEG. Mais on ne va jamais développer quantitativement de manière aussi importante qu'au BMU, de toute façon on ne pourrait pas. Et l'essentiel, ça reste quand même le cœur de métier, les monographies scientifiques et les revues qui sont spécifiques à l'anthropologie et aux arts du monde. Pour la bibliothèque d'art et d'archéologie, nous, on ne conçoit pas notre collection sans celle des municipales. Je pense qu'aussi les publics que touchent les bibliothèques municipales, par exemple, dans notre cas plus jeunes, pour moi, c'est la porte d'entrée vers la lecture, vers le monde du livre. Et nous ne sommes qu'une simple continuité. J'espère que nous aurons à l'avenir beaucoup plus d'allers-retours, une carte de lecteur unique, un catalogue unique, enfin plein de choses, que le lecteur pourra faire comme il veut, puis voir les livres qu'il a envie depuis chez lui. Mais je pense que c'est juste complémentaire et que nous avons cette mission de conservation des livres, peut-être vous pas, mais pour moi, il n'y a rien qui change, quoi. C'est juste des étapes de la vie. Et puis, moi, je vais souvent de l'une à l'autre, et donc je pense que je ne suis pas la seule.